bonjour à tous les participants et participantes. Donc nous sommes aujourd'hui à la 4e édition du West Data Festival, organisé par Laval Mayenne Technopole. Et le programme du jour a été construit avec nos partenaires Atlampol Biothérapie, avec Mineke Foreon qui est ici présent, et également le GRAD, le groupement régional d'appui au développement de la e-santé des Pays de la Loire, avec Oriane Lemel qui est présente également ici. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet après-midi. Ce matin, nous avons parlé gestion des données à l'échelle européenne. Et dans un instant, nous allons donc aborder la sécurité numérique et la santé. Je suis Floortje de Vink, j'animerai la session cet après-midi et je suis avec Ludovica Andriale-Mirovasson qui sera notre modératrice du chat. Sans plus attendre, j'accueille Monsieur Charles Blanc-Rollin, chef de projet sécurité numérique en santé au GRAD de Pays de la Loire, et pour nous introduire et animer la table ronde. À vous, Charles. Merci, Flore. Du coup, nous constatons aujourd'hui que le nombre de vulnérabilités référencées ne fait qu'accroître chaque année. Nous étions à 18 300 vulnérabilités recensées en 2020. Nous avons passé la barre historique des 20 000 vulnérabilités en 2021. Nous sommes déjà à plus de 2000 vulnérabilités déclarées sur le mois de janvier 2022. Nous constatons aussi que des dizaines d'entreprises, tous secteurs confondus, sont paralysées par des rançongiciels chaque semaine, que leurs données sont exfiltrées et rendues publiques dans de nombreux cas par les attaquants. Certaines entreprises et établissements de santé se voient même parfois dans l'obligation de repartir d'une feuille blanche après avoir perdu l'ensemble de leurs données ainsi que leurs sauvegardes. Dans ce contexte, cet après-midi, nous allons essayer de comprendre comment accompagner les structures de santé dans l'amélioration de leur sécurité numérique. Alors, afin de vous proposer des illustrations concrètes d'outils et de bonnes pratiques mis en œuvre en Pays de la Loire, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette table ronde Philippe Loudneau, délégué cybersécurité pour la région des Pays de la Loire. Oriane Bonjour. Lemel, qui est référente régionale cybersécurité au GCS e-santé Pays de la Loire, dont la mission est d'accompagner les acteurs de santé à l'appropriation des outils numériques. Elle est responsable d'un pôle, dont je fais partie, en charge de l'animation d'une démarche régionale pilotée par l'ARS afin d'améliorer la cybersécurité des acteurs de santé, ainsi que Gérard Gaston, responsable de la sécurité des systèmes d'information et délégué à la protection des données pour le groupe LNA Santé, qui est basé à Nantes. Il se compose de 85 établissements de santé répartis en France et en Belgique, avec environ 8000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Et pour le plan numérique, il dispose d'environ 400 serveurs. Alors, pour commencer cette table ronde, Philippe, lorsque l'on parle de cybersécurité, nous faisons souvent allusion à des attaques, mais est-ce que la sécurité se limite à ça? Alors, malheureusement, non. Déjà, le terme cyber, donc, c'est un néologisme qui est apparu dans les années 2010 en France. Et derrière le terme cyber, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc, cybersécurité, cyberdéfense. On pourrait rajouter cybernaïveté, cyberje-m'en-foutisme, voilà. Plein de choses que l'on peut rajouter derrière. Donc, la sécurité du numérique, je vais commencer peut-être rapidement pour dire que le numérique aujourd'hui se décompose en 3 grands sous-secteurs. Donc, le numérique classique tel qu'on l'entend, de l'informatique de gestion, les réseaux et la bureautique. Il y a toute la partie, ce qu'on appelle OT. Donc là, c'est de l'informatique industrielle, je dirais quelque part, que l'on retrouve dans les dispositifs biomédicaux, dans les gestions de bâtiments, dans la chaufferie, etc. Et puis l'IoT qui fait son apparition, là, qui est peut-être un peu plus grand public, mais que l'on trouve de plus en plus aujourd'hui dans les structures de santé. Et tout cela est interconnecté sur Internet, donc avec des plans de sécurité numérique à prendre en compte dès le départ avec de bonnes pratiques. Merci Philippe. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur l'engagement de la région dans le domaine de la cybersécurité? Alors, la région des Pays de la Loire est très active en matière de sécurité, protection d'information, sécurité du numérique. Nous sommes en train d'élaborer donc un plan d'initiative cybersécurité, donc au profit donc de toutes les structures présentes sur les Pays de la Loire. Et puis différentes actions, notamment la participation active
au seul congrès européen, à ma connaissance, à ne traiter que de sécurité de la santé, donc qui se tient au Mans, plus les différents événements qui ont lieu sur le territoire, donc pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de numérique. Très bien, merci Philippe. Tu as des choses à ajouter? Dans l'immédiat, non. Bon, je passe la parole à Oriane. Oriane, ces dernières années, les établissements de santé n'ont pas été épargnés par les cyberattaques, avec dans certains cas des impacts importants sur la prise en charge des patients et une perte massive de données, comme l'ont vécu les CH de Dax et Villefranche-sur-Saône l'an passé. Aujourd'hui, quelle est la réponse des pouvoirs publics pour aider les établissements de santé à ne plus subir ce genre d'incident? Alors c'est vrai que la sécurité numérique est un enjeu fort du volet numérique du Ségur et avait été inclus comme une orientation principale de la feuille de route ministérielle pour le numérique, avec pour objectif tant d'acquérir et de maintenir la confiance des professionnels de santé utilisateurs et des usagers bénéficiaires des services numériques de santé. Et du coup, la stratégie numérique porte de nombreuses actions sur le plan national et sur l'ensemble du territoire, avec des audits à destination des structures de santé, la mise en place d'observatoires de la maturité des SI pour pouvoir opérer une amélioration globale des structures de santé, mais également des actions de sensibilisation avec une campagne nationale tous cybervigilants. Et puis également des actions pour améliorer l'attractivité des carrières systèmes d'information et sécurité des systèmes d'information auprès de l'ensemble des professionnels et donner envie à de nouveaux acteurs de venir travailler à nos côtés. Il y a aussi des actions à destination des professionnels de santé en matière de formation afin d'inclure le numérique au sens large, mais également la sécurité numérique dans les formations initiales, mais également continues des professionnels de santé. Alors, toutes ces actions sont ponctuées aussi d'actions d'animation et de relais portés en région. On note également qu'on a eu une prise de conscience au plus haut niveau avec une prise de parole du président de la République il y a près d'un an suite aux 2 incidents que Charles mentionnait tout à l'heure, donc les centres hospitaliers de Dax et de Villefranche. Sa prise de parole a également donné lieu à la mise en œuvre d'un plan de renforcement de la cybersécurité que les agences régionales de santé sont en train de décliner sur leur territoire. Merci Oriane. Du coup, en région, comment l'ARS et le GRAD accompagnent les établissements? Alors, en Pays de la Loire, on a la chance d'avoir une agence régionale de santé qui est engagée depuis plusieurs années dans l'amélioration de la sécurité numérique de ces structures et des acteurs de santé au sens large. Alors, une démarche régionale est conduite depuis plusieurs années, mais en particulier, suite à la prise de parole du président de la République, le directeur général de l'Agence régionale de santé a souhaité s'entretenir avec les directeurs d'établissement et les responsables médicaux de ces structures pour pouvoir les mobiliser et opérer également une prise de conscience dans chacun des établissements afin de les inciter à échanger avec leur RSSI ou les personnes qui sont en charge de la sécurité numérique dans leur structure et mettre en œuvre des mesures prioritaires de base afin de réduire la survenance et ou les impacts d'un éventuel incident qui surviendrait dans les structures. Alors, cette démarche régionale, elle est conduite par le GCSI Santé sous le pilotage de l'agence, avec des actions diverses et variées, notamment sur le champ des compétences, avec des formations et des webinaires à destination à la fois des personnes qui sont en charge de la sécurité numérique, mais également à destination des directeurs de structures, en particulier du médico-social, pour pouvoir les acculturer aux problématiques de cybersécurité et des principales actions à mettre en œuvre, mais aussi des temps de formation à destination des équipes SI sur des problématiques plus techniques et plus spécifiques,
soit qui sont issus de points durs qui ont été identifiés sur la région, ou soit des points qui émanent d'incidents de sécurité qui se seraient produits en région. Alors, l'ensemble de ces actions autour des compétences est soutenu par une base documentaire régionale qui comprend des modèles de documents ou des petits mémos explicatifs de certaines actions à conduire et constitue également une sorte de bibliothèque où on peut retrouver l'ensemble des guides nationaux mis à disposition par les différentes agences en charge du numérique en santé. Nous opérons également un appui à la gestion des incidents qui peut être utile aux plus petites structures, comme en témoignera l'EHPAD de Molévrier tout à l'heure, et qui permet de mettre en place des interactions entre les établissements victimes et le CERT Santé, qui, au niveau de l'Agence du numérique en santé, opère également un accompagnement des structures. Alors cet appui va être prochainement enrichi d'actions autour de la préparation à la crise cyber, avec notamment des kits d'exercices de crise qui vont être proposés par le ministère et qui vont être mis en œuvre avec un accompagnement régional au sein des structures. Et enfin, nous mettons à disposition des différents outils de sensibilisation au bénéfice des professionnels et des structures, avec des petites affiches humoristiques, des vidéos de sensibilisation qui permettent de faire une introduction à des propos d'un RSSI dans une structure. Nous mettons également à disposition un escape game de sensibilisation à la cybersécurité qui est le premier contextualisé à la santé et qui a vu déjà plus de 7 à 800 personnes sensibilisées au sein de la région. Et tous ces outils vont être très prochainement enrichis avec d'autres, notamment des outils permettant de réaliser des campagnes de faux phishing ou des contenus de e-learning à destination de l'ensemble des professionnels de la région. Merci beaucoup, Ariane. Du coup, je vais passer la main à Gérard. Gérard, toi qui es sur le terrain, quelles actions, que ce soit sur le plan organisationnel ou le plan technique, as-tu réalisé aujourd'hui au sein du groupe Helena Santé pour améliorer la sécurité numérique des établissements, notamment lors de l'intégration de nouveaux établissements au groupe? Bonjour, ça fait maintenant 15 ans que je suis responsable de la sécurité des systèmes d'information. J'ai d'abord été dans l'industrie, puis depuis 5 ans dans la santé. Alors j'ai vu les technologies évoluer, hein, mais mon discours en 15 ans, il n'a pas beaucoup changé, hein. Malheureusement, je constate trop souvent que les règles d'hygiène numérique sont mal respectées, hein. On entend beaucoup parler dans l'actualité de gestes barrières à respecter. Il faut savoir qu'en informatique, il existe aussi de nombreux gestes barrières, assez simples d'ailleurs, hein, qu'il faut respecter. En 2013, l'ANSSI elle a sorti le guide d'hygiène numérique et ses 42 mesures. C'est un guide sur le, enfin, je m'appuie encore beaucoup sur ce guide-là, hein, il est toujours sur un coin de ma table. Et l'an dernier, donc ce guide, il s'adresse plutôt à une population de type RSSI. Et l'an dernier, ils ont sorti plutôt pour une population PME, TPE, un guide beaucoup plus simple avec uniquement 12 questions. Hein, donc c'est la cybersécurité en 12 questions. L'idée, c'est surtout de revenir aux basiques. Hein. Je pense que l'ANSSI a constaté que dans de nombreuses attaques, les règles, on va dire élémentaires, elles n'étaient pas là. Donc là, je vais vous faire un petit focus particulier sur mes actions du moment, sachant que j'ai toujours un fil rouge. Ce fil rouge, c'est la sensibilisation, dont il ne faut surtout pas sous-estimer les effets, hein. Il y a un chiffre que j'ai trouvé qui est assez intéressant, c'est que 90% des attaques, elles ont eu pour commencement un simple mail. Pour moi, c'est pour entrer dans une entreprise, c'est le vecteur d'attaque finalement le plus facile, en tout cas, ou le plus simple à utiliser. Certaines entreprises auraient pu, à mon avis, éviter une catastrophe si la bonne personne, c'est-à-dire celle qui a cliqué sur le mail, avait été sensibilisée. Donc de mon côté, moi, toutes les occasions sont bonnes pour sensibiliser, hein. Je m'appuie pas mal sur les outils qui sont mis à disposition par le GRAD, donc les affiches, hein. Je fais aussi des campagnes de faux phishing. Et un outil qui marche aussi très bien chez nous, c'est l'escape game, qui me permet notamment de toucher une population que j'arriverais pas à toucher autrement juste par simple mail ou par campagne de phishing. Je distingue aussi plusieurs populations à sensibiliser, hein. Il y a la population avec des accès à privilèges. Je vais surtout y mettre les gens du service informatique.
Je redouble d'efforts en fait sur ces sensibilisations-là, puisque j'ai l'habitude de leur dire, hein, grand pouvoir, grande responsabilité. Il faut effectivement qu'ils soient tout particulièrement sensibilisés au fait qu'ils ont des accès à privilèges. Et une autre population aussi qu'il faut pas laisser de côté, c'est les directions. Aujourd'hui, c'est les directions qui portent le risque numérique. Il faut qu'elles soient correctement sensibilisées. Elles ne peuvent pas prendre de décisions, notamment des décisions budgétaires. Hein. Souvent, j'entends des collègues qui disent j'ai pas de budget pour faire telle ou telle action de sécurisation. C'est souvent parce que les directions, elles n'ont pas conscience du risque et donc il y a un défaut finalement de sensibilisation. Donc ça, c'est plutôt pour la partie sensibilisation. Côté technique, je vais faire assez simple. Je vais vous dire simplement ce sur quoi j'ai consacré de l'énergie cette année. Donc, j'avais déjà commencé ça il y a plusieurs années. Donc, vous l'avez compris, c'est limiter les comptes à privilèges. Hein. Moins il y en a, mieux je me porte. Il faut en finir avec les comptes admin de tout. Hein. Ça, c'est plus possible. Donc, il faut cadrer leur utilisation. Et sur tous ces comptes-là, il faut renforcer, notamment par de la double authentification, l'usage de ces comptes-là. Attention aussi aux prestataires de services, hein, ce qu'on appelle les attaques par supply chain. C'est toujours dommage d'avoir une porte blindée et puis de laisser des fenêtres ouvertes. Hein. Donc, c'est aussi une partie de la population, on va dire, qui, même si elle n'est pas salariée de l'entreprise, il faut mettre les bouchées doubles sur ces gens-là, notamment quand on leur met des accès au système d'information. L'actualité, elle montre aussi une chose, c'est que le château fort imprenable, c'est utopique. Hein. Il y a des grands noms et qui sont pas les plus mauvais en cybersécurité, qui ont malheureusement essuyé des cyberattaques. Donc, il faut l'avoir dans un coin de la tête. Hein. Quand on sait qu'un simple mail peut mettre à genoux toute une entreprise, qui du coup n'est plus un château fort, mais plutôt un château de cartes. Connaître son ici aussi, c'est très important. J'ai vu que tout à l'heure, vous aviez parlé d'outils techniques. Moi, chez nous, en tout cas, un choix a été fait de passer par un centre de sécurité opérationnelle à l'aide d'EDR, hein, pour ceux qui en auraient entendu parler, qui permet d'avoir en fait une vue 24/24, 7 sur 7 de ce qui se passe sur son ici. Hein. L'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, on va très certainement se faire attaquer. Est-ce qu'on est capable de déceler la menace le plus tôt possible? Et le dernier axe sur lequel je vais aussi consacrer beaucoup d'énergie, c'est la compartimentation du réseau. J'ai l'habitude d'utiliser l'image du sous-marin. Un sous-marin qui a une voie d'eau, s'il n'a pas de sas, c'est tout le sous-marin qui coule. Donc, sur le système d'information, c'est la même chose. Hein. Quand l'attaquant il est dedans, au final, il fait pratiquement ce qu'il veut. L'idée, c'est de pouvoir justement restreindre les accès, hein. Donc compartimenter son réseau avec des règles pour éviter justement que cette fameuse voie d'eau fasse couler tout le navire. Voilà, je conclurai donc en disant que la question finalement, c'est pas de savoir si on va être attaqué, hein, c'est de s'y préparer. Donc tout à l'heure, on parlait, Oriane Lemel a parlé des exercices de gestion de crise. Donc pour moi, c'est aussi une preuve de maturité, c'est de s'y préparer et notamment à l'aide d'exercices de gestion de crise. Voilà. Merci beaucoup Gérard. J'aurais une dernière question pour toi. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'escape game. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça te permet de sensibiliser une population différente? Oui, bien sûr. En fait, les outils traditionnels de sensibilisation, hein, notamment l'envoi de mails, etc., on n'a pas forcément le retour de ce qui est fait. Même quand c'est des questionnaires, les gens y répondent aux questions quand ils y répondent, et puis ça s'arrête là. L'avantage de l'escape game, c'est de mettre les gens en situation. Et chez nous, ça a été assez, comment dire, on a commencé par mettre un premier groupe en situation, ils ont fait l'escape, et quand on arrive à la fin de l'escape, on fait le débrief. Et lors du débrief, la plupart, enfin quasiment tous les participants, ils réalisent en fait qu'ils ont des mauvaises pratiques. Voilà, d'eux-mêmes. Ils disent, et quand ils repartent dans leur bureau, ils me disent, mais le premier truc que je vais faire, c'est je vais aller faire ça, je vais aller changer mon mot de passe. Et j'ai pas eu besoin, moi, de leur expliquer pourquoi il était important de changer leur mot de passe. Ils s'en sont rendus compte tout seuls. Et donc, j'ai commencé les escape games par des petites populations. Alors, chez nous, l'escape game, il est en mode libre. C'est-à-dire, vient qui veut. Et c'est souvent sur des pauses plutôt déjeuner. Donc, la plupart du temps, ça se fait même pas sur les heures de travail. Et en fait, le bouche-oreille a fait que, alors, notamment les responsables de service qui ont suivi l'escape game, ils l'ont ensuite imposé d'eux-mêmes. Ils ont imposé à tout leur service. Ils m'ont dit, non, mais tout le service, il passe et il vient faire l'escape game. Et ils n'ont pas le choix. Et en fait, il y a une prise de conscience
qui a fait que l'escape game a très très bien fonctionné chez nous. Ça m'a permis de toucher une population que j'aurais jamais touchée autrement. Et notamment des directions, puisque j'ai des directions qui sont venues jouer l'escape game. Et ces directions, elles ont beaucoup apprécié et elles ont réalisé, en fait, je ne peux pas trop en dévoiler, hein, c'est un petit peu compliqué sans expliquer comment se passe l'escape game, mais en fait, elles réalisent tout un tas de choses qu'elles font au quotidien, puisque c'est clairement ça, hein, c'est des mauvaises pratiques. Je vous parlais d'hygiène numérique, on est en plein dedans. C'est toutes les mauvaises pratiques qu'elles peuvent mettre en place au quotidien. Là, elles réalisent en fait que c'est des mauvaises pratiques et qu'il faut qu'elles les arrêtent. Voilà. Et souvent, ce qui est assez rigolo, je dis souvent, à la fin, on a un débrief et les gens ils me disent, ouais, moi je viens à l'escape, mais à la fin, j'ai pas le temps de faire le débrief. Et ils restent tout le temps au débrief parce qu'ils ont envie d'en parler, parce que ça, du coup, ils se sentent impliqués, intéressés, et voilà. Alors, et comme je disais, il y a un petit inconvénient, c'est que c'est 5 personnes par 5 personnes. Donc ça, c'est le petit inconvénient si je fais pour l'escape game. Donc je vous rappelle, on a 8000 collaborateurs, hein, donc c'est un peu compliqué de passer tout le monde. Donc j'essaie surtout, encore une fois, de cibler les populations, donc les responsables de service ou les directions, qui à leur tour vont pouvoir redescendre les messages directement dans leurs établissements. Super. Merci beaucoup, Gérard. Alors peut-être pour compléter sur les modalités de déploiement, donc Gérard vous a présenté celle qu'il opère au sein d'Elena Santé. On a également des établissements qui utilisent l'escape game sur plutôt de l'événementiel, et c'est un outil qui peut se déployer en partenariat avec les équipes qualité et gestion des risques, et notamment elles sont des sessions d'escape game peuvent être mises en œuvre au moment de la semaine de la sécurité du patient qui a lieu au mois de novembre, qui permet une bonne collaboration entre les équipes. Et on a également des établissements qui ont intégré l'escape game au sein de leur plan de formation continue. Et donc, des sessions sont opérées régulièrement et les professionnels peuvent bénéficier de ce type de formation. Du coup, on a aussi des petites des structures qui les utilisent comme Gérard ponctuellement sur les temps du midi ou de manière régulière sur demande des managers. Je vois qu'on a un petit peu de temps. Alors pendant qu'on est sur la sensibilisation, je vais en rajouter un petit peu. Sur la sensibilisation, donc là, on parle de l'escape game. Effectivement, il y a, au niveau du GCS, on nous fournit aussi des affiches qui sont très bien faites. Hein, et il y a de nombreux sujets. Il y a vraiment de quoi faire. Je sais aussi qu'il y a des choses qui vont arriver là plutôt au niveau national, qui est aussi des outils pour la gestion de crise. Je pense que ces outils-là vont permettre aussi, notamment aux directions générales, une prise de conscience, parce que alors il faut les impliquer dans ces exercices de gestion de crise. Il faut que chacun joue son rôle, en fait. Et je pense très sincèrement, j'en ai pas encore joué, mais je suis persuadé qu'il va y avoir des prises de conscience parce que quand ils vont voir que ça part dans tous les sens, ils vont certainement pas avoir envie que ça se produise chez eux. Avec des impacts sur différents métiers et pas que l'IT. Pas que l'IT, oui. C'est surtout ça, oui. Oui, si je peux apporter un petit complément, je regarde le temps, savoir si nous avons le temps. Petit complément, effectivement aujourd'hui, les surfaces de vulnérabilité de structures sanitaires ou médico-sociales sont relativement larges. Tout à l'heure, je parlais de l'informatique industrielle, notamment le biomédical, où par le passé, j'ai vécu quelques épisodes douloureux. À l'époque, j'étais responsable sécurité dans le milieu hospitalier, où j'ai été obligé de fermer 9 structures hospitalières à l'époque. Les autres ont suivi. Je ne m'occupais que d'un certain nombre. Aujourd'hui, le biomédical a fait preuve d'une grande souffrance en matière de sécurité numérique. D'abord parce que c'était pas dans le cœur de métier des fournisseurs à la base, que c'est du matériel quand il est acheté, c'est pas comme un ordinateur. La durée est beaucoup plus grande dans une structure sanitaire ou médico-sociale. Et voilà, donc là, ça fait autant de portes d'entrée, surtout qu'aujourd'hui, ils sont connectés beaucoup sur Internet.
Donc, autant de portes d'entrée, malheureusement, pour un incident. Et puis derrière, ça rejoint la première question de Charles. Est-ce que cybersécurité, c'est que les attaques? Non. En matière de santé, un incident qui concourt à la sécurité. La sécurité, c'est confidentialité, intégrité et disponibilité. Donc aujourd'hui, on peut avoir des dispositifs, s'ils ne fonctionnent pas, les gens sauraient faire, mais n'ont plus le matériel et la matière pour analyser. Je vais prendre un exemple, la radio. Un radiologue sait interpréter une radio argentique ou une radio numérique de la même façon. La difficulté, c'est que des appareils de radio argentique, il n'y en a plus, ou peut-être dans de vieilles structures qui n'ont pas fait le pas du numérique aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec aujourd'hui des systèmes où ils sont devenus numérico-dépendants. D'où l'intérêt de faire des exercices à un moment donné et de voir quel est le plan B que l'on pourrait apporter. Et puis, si je prends le titre IA et santé de la West Data Festival, travaillant sur d'autres sujets, notamment avec le campus cyber national, s'il y a des chercheurs parmi les auditeurs où il y a un beau sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, en matière d'abord, l'IA, il y a deux volets, c'est comment protéger l'IA, ça c'est une chose, comment l'IA peut aider à protéger en matière de sécurité, là c'est un deuxième volet. Et autant sur l'informatique classique, il y a beaucoup de travaux qui sont menés, parce qu'on a un grand nombre de données. Malheureusement, sur les objets connectés aujourd'hui, que ce soit de ce qu'on appelle l'OT ou l'IoT, il y a un manque évident de données. Et il faut de la donnée pour alimenter l'IA. Donc, tous les travaux sont les bienvenus. Merci Philippe.